Les amis, bonjour à tous, comment ils vont? Bienvenue en cette semaine très agréable sur le marché crypto. On va peut-être enfin avoir droit au bonheur pendant un mois complet, un mois vert. Bitcoin qui est repassé actuellement à 103 034 $. Ah non, 102 927, ça vient de dump. Bitcoin qui est repassé au-dessus des 100 000, Ether qui remonte à 2004, qui nous fait sa meilleure prestation depuis... je crois que c'est la meilleure prestation en 7 jours depuis genre 2 ans. J'ai un truc complètement lunaire. Genre quand tu mets performance sur 7 jours, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu l'Ether dans genre le top 3. Ça m'a fait bizarre. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est quand même des moments à apprécier. En vrai, c'est un peu le stress quand... Tu sais, je sais pas si vous avez vu... la métaphore est complètement bancale. Je sais pas si vous avez vu American Sniper, où le mec il parle à la guerre et tu sais, genre après il a un peu des stress post-traumatiques, ou genre, je sais plus c'est quoi, mais quand il est dans un resto, il y a un mec qui arrive et il croit qu'il va se faire attaquer et tout. J'ai un peu le même feeling, tu vois, je suis hyper méfiant en mode... Restons calmes sur ce qui se passe. Mais il faut quand même réussir à apprécier un petit peu ce qu'on a aussi. C'est important, c'est ma bonne leçon du début d'année, c'est que quand tout le monde, on a l'impression que c'est inné, et pas du tout, c'est un phénomène exceptionnel à apprécier. Peu importe ce qui se passe dans le futur, c'est pas la question. Bon les amis, j'ai pas mal de choses, pas mal de petits sujets à vous dire dans ce podcast. Bienvenue à tous. Si jamais vous êtes sur YouTube et que vous pouvez vous abonner, c'est vraiment très cool. On est passé les 20 000 abonnés sur YouTube. On est de plus en plus nombreux sur le podcast. Il y a une belle croissance organique, ça veut dire que vous restez. Et j'ai l'impression que vous kiffez aussi bien le podcast format plein de petits écrits comme ça. J'aime beaucoup aussi, ça me permet d'écrire un peu des trucs sans trop aller dans les détails, juste en discutant. Il y a un côté un peu assez intéressant sur ça, et je pense aussi que ça permet aux gens de se laisser un peu porter dans le podcast, dans le sens où, bon, si le sujet te plaît pas, bah, le sujet d'après va peut-être te plaire, et du coup tu restes, et tu te fais un peu porter, et je trouve ça très cool. Avant de commencer les potes, il y a un petit formulaire dans la description si vous êtes sur YouTube, qui est un petit formulaire que... je serais très reconnaissant si vous pouviez le remplir. Ça prend genre 2 minutes, c'est quelques petites questions sur le tableur qu'on a développé sur Crypto Recherche, qui est un tableur de suivi de portefeuille, où je vous en dis pas plus, mais on a des trucs assez cool qui sont en train de se faire en interne, et on essaye d'accumuler des retours sur tout ça. Donc si vous pouvez juste prendre 2 minutes pour répondre aux quelques questions qui sont dans le tableur, dans le Google Form, ça serait vraiment très très cool pour nous, et il est possible aussi que les gens qui nous aident à accumuler des retours aient des petits avantages si un jour on sort quoi que ce soit d'intéressant. Voilà, je vous en dis pas plus. Si vous pouvez le faire, merci beaucoup à ceux qui le feront. Let's go, j'ai pas mal de sujets, on va voir combien de temps ça prend, on va passer une petite demi-heure ensemble. On va parler de SUI, on va parler de... j'ai écrit comment devenir riche, je sais plus ce que j'ai écrit, c'était le 4 mai. Comment être serein avec son argent, tout est cyclique, la loi de Pareto, réduire ses sources, éviter le PTSD post-phase haussière, et d'autres sujets si jamais on a le temps. Let's go, bon podcast à tous, bonne course si vous courez, bonne session voiture si vous roulez, bref. Le 3 mai, j'ai écrit « SUI surperforme le marché ». Ça fait un petit moment qu'avec mon équipe, on fait des analyses de marché, et depuis quelques temps, on a une méthode que... c'est un peu condescendant de dire comme ça, mais je pense que très peu de gens utilisent, ou que personne n'utilise, c'est... qu'on va de moins en moins analyser les altcoins indépendamment, en faisant comme ce que beaucoup de gens font, l'analyse fondamentale, ce que je faisais aussi avant, l'analyse de tokenomics, ok, ce projet il est bon, il est dans tel narratif, etc. On fait de plus en plus d'analyses comparatives des principales métriques d'évolution des mêmes crypto-monnaies d'un même narratif. Par exemple, on va prendre toutes les blockchains de Layer 1, on va prendre ce qu'on estime être les 5 métriques les plus importantes, l'utilisation, l'adoption, etc. Et on va regarder lesquelles ont les meilleures évolutions, la meilleure traction. Et ça fait un moment que le projet SUI est dans les principaux leaders en termes de traction. J'avais fait une vidéo dessus en septembre, quand il était autour de 1 $, déjà parce qu'on avait commencé à faire ça et qu'on avait vu que SUI était un peu dans le top des charts, et il est monté à plus de 5 $. Et j'en ai refait une il y a 2 semaines à 2 $, et il a quasiment fait x2. Et c'est la blockchain de Layer 1 la plus résiliente et avec les meilleures performances de 2024, et peut-être même de 2025. En tout cas, SUI est très bon. Et je suis hyper content. Déjà parce qu'il y a une petite revanche de mon côté, la vidéo était en collaboration avec la SUI Foundation.
Et je sais que les vidéos en collaboration, ça fait un peu peur, et je comprends 100%. Moi, j'étais très content de le faire, je fais très peu de collab, honnêtement. En fait, comment ça s'est passé, tout simplement, j'avais une vidéo sur Sui qui était prête, on m'a dit que Sui Foundation allait arriver en France, je leur ai dit, bah en vrai, si vous voulez, on peut en parler, ils m'ont dit ouais, et comment ça se passe en général, c'est qu'ils te donnent un budget, et moi je dis toujours que je peux faire une vidéo sponsorisée en disant que c'est en collaboration, par contre, j'ai totale créativité et liberté sur ce que je veux dire, que ça soit en bien ou en mal. Sinon, je refuse des contrats. J'ai déjà refusé des belles sommes pour des projets qui sont de qualité, mais quand je leur envoie le script pour faire le retour, ils m'ont déjà dit ouais, mais mec, en fait, on veut pas que tu parles de ça, on paye pas pour que tu critiques, etc. Et donc, j'ai dit, bah vas-y, tu sais quoi, on annule la vidéo, c'est pas du tout ce que je veux. Et en plus, moi, dans mon analyse, du coup, elle est très différente quand je vois que les membres de l'équipe derrière ont cette réflexion. Est-ce que je peux vous dire le projet? Non, je peux vous donner un indice. Ça finit... Ah putain, faut pas que j'abuse. Ça finit par un A. Le projet finit par un A. Voilà. Donc je suis très content parce que Sui a vraiment performé, et bref, au-delà de l'aspect où les gens n'étaient pas spécialement hypés par le projet et où c'était très controversé parce que beaucoup de monde était là genre oui, tu fais juste pump ton bag, Sui a des tokenomics toutes pourries, etc. Je me suis vraiment rendu compte à quel point en bull run, le fait de juste analyser les tokenomics, les vestings, etc. de manière très isolée, c'est la pire façon d'analyser un altcoin, et c'est comme ça justement qu'on rate les Sui, Solana, Ondo, etc. Le vesting de manière très isolée, c'est un peu comme analyser le PIB sans regarder la dette, par exemple. Ça n'a absolument aucun impact, parce qu'en fait, c'est très relatif. Si tu analyses le PIB et que tu vois une explosion du PIB, tu peux te dire « Waouh, incroyable la production ». Si tu regardes pas la dette, tu peux dire ça. Par contre, si tu regardes la dette et que tu vois qu'en fait, on a fait une impression monétaire énorme et que le PIB est juste boosté parce qu'on a créé de la dette, c'est pas la même chose. Et c'est pareil pour les vestings. Les altcoins sont parmi les actifs à risque les plus risqués qui existent. Donc en vrai, je pense que ça devient de plus en plus important, pas forcément de se positionner sur les plus gros projets, mais surtout de détecter ceux qui ont la meilleure traction et de dégager les autres pour ne pas se retrouver positionné sur des bouses sans traction d'utilisation. Et c'est ce qu'on recherche en fait, c'est de la traction d'utilisation, pas de l'utilisation. Parce qu'en fait, on recherche de la croissance dans le token. Donc si jamais tu regardes Apple, tu fais une analyse et tu te dis ouais, ils ont je sais pas combien de téléphones vendus, 1 milliard de téléphones vendus, je dis n'importe quoi, on peut se dire ok, ils ont une grosse base d'utilisateurs, sauf que ça, c'est déjà pricé par le marché. Nous, ce qu'on veut, c'est de la traction dans le nombre de téléphones vendus, dans autre chose, parce que ce qu'on veut, c'est que ça se répercute sur le prix. Et en fait, de plus en plus, je fais des analyses en pourcentage de traction d'évolution. Et pour l'instant, c'est encore quelque chose qui est pas du tout fait par le grand public, et je pense que c'est une erreur, dans le sens où, par exemple, Sui, j'ai mis un coup dans la table, dans le sens où, par exemple, Sui, c'est un projet qui commence de plus bas que Ether, Solana, etc. Sui, ça date de 2023, je crois. Et donc forcément, sur 2024, tu vas avoir une énorme traction d'évolution par rapport à Ethereum, Solana, etc. Et il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais c'est pas du tout représentatif, parce que Sui commence avec un market cap plus petit, moins d'utilisateurs. Et je suis d'accord. Mais par contre, derrière, nous, ce qu'on recherche, c'est de la traction. Donc c'est une métrique à prendre en compte, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment utiliser. On veut de la traction d'utilisation. Et je suis très content que Sui surperforme le marché, parce que c'est l'une de mes grosses positions. Je pense que je suis quasiment le seul à défendre ce type de projet. Bon, maintenant, tout le monde en parle. Mais au moment où j'en ai parlé, et même pendant longtemps, j'ai été le seul à défendre ce projet. Parce que tout le monde croyait que les tokenomics étaient pourris, etc. Et c'était un peu plus profond que ça. Et au-delà de l'aspect un petit peu flatteur pour l'ego, c'est surtout que ça matérialise le fait que l'analyse comparative de projet a l'air de fonctionner. Et ça, je suis vraiment très très content. Comment devenir riche? Alors, j'ai écrit comment devenir riche. Petite seconde, je coupe les notifs, parce que ça vibre sur la table. J'ai écrit comment devenir riche. Et je vais vous lire ce que j'ai écrit. Bon, c'est pas un truc de gourou, comment devenir riche, je vais vous expliquer une solution. Mais concrètement, je me suis demandé, mais en vrai, concrètement, comment on devient riche? Et j'ai essayé de matérialiser, de décortiquer un petit peu ce que ça voulait dire devenir riche, et j'en suis arrivé à deux possibilités. En fait, deux lignes à suivre. Pour devenir riche, il faut augmenter la différence entre ses revenus et ses dépenses, et il faut garder cette différence et la faire fructifier. C'est tout.
Il faut augmenter la différence entre ses revenus et ses dépenses, et il faut garder cette différence en la faisant fructifier. C'est tout. C'est tout. Rien de plus. Donc, il y a plusieurs choses à tirer de ça. C'est que si on est dans les marchés financiers, si vous écoutez ce podcast, on a tous cet objectif intrinsèque. Donc je pense pas que ce soit un tabou d'en discuter, sinon ça serait un peu bizarre dans ce type de contenu. Du coup, concrètement, pour devenir riche, la première étape, c'est augmenter la différence entre ses revenus et ses dépenses. Donc soit on coupe ses dépenses et on vit en dessous de ses moyens, mais bon, la différence va pas être énorme. Par exemple, si, je gagne 2000 € et que je vis avec 1000 € par mois et que j'essaie de descendre à 800 €, bah ouais, la différence entre mes revenus et mes dépenses va être de plus 200 €. Donc c'est bien, mais c'est pas exponentiel. On peut pas augmenter la différence. La meilleure façon de le faire, c'est de générer de l'argent. Et oui, je suis désolé, investir dans les cryptos tous les mois 200 € ne vous rendra pas riche. Ça, il y a un peu ce mythe. Et quand je fais des accompagnements d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Quand je fais des accompagnements, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas des portefeuilles énormes et qui arrivent avec le portefeuille de 5K et qui me disent voilà, si je fais x20, je peux avoir 100 000 et après je peux lancer des projets, etc. Mais ça, c'est vraiment prendre les choses dans le mauvais sens. La première chose à faire avant d'investir son argent, c'est de générer de l'argent. Et comment on génère de l'argent ? On génère de l'argent de 3 façons. Avec un job qui est bien payé, médecin, ça fait à peu près entre 7 et 10K par mois si vous êtes en libéral. Bon, médecin, c'est un peu abusé. Avocat, pharmacien c'est entre 4 et 6, un peu moins peut-être. Bref, avec un job qui est bien payé. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est en freelance, sur certains domaines. Si on fait du freelance, je connais des freelances qui gagnent très très bien. Ça peut être des monteurs, ça peut être des graphistes, peu importe. Ou la troisième façon, c'est de lancer un business. Donc, si on veut devenir riche, la première étape, c'est d'augmenter la différence entre ses revenus et ses dépenses. Si on veut augmenter la différence entre ses revenus et ses dépenses, il faut générer de l'argent. Si on veut générer de l'argent, il faut soit un job bien payé, soit faire du freelance, soit lancer un business. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut garder la différence de l'argent qu'on fait. Bon, faire de l'argent comme ça prend quand même pas mal de temps, ça prend des études, ça prend le temps de lancer son projet, etc. Je pourrais d'ailleurs vous donner des idées de freelance, parce que maintenant que je fais appel à des freelances, il y en a qui coûtent une blindasse, et du coup qui doivent se mettre bien, donc il y a forcément moyen de se mettre bien. Et ensuite, la différence, il faut l'investir et la faire fructifier. Première question qu'on peut se poser, c'est du coup, je récupère cette différence, comment est-ce que je fais pour investir sans risque, concrètement ? Il y a historiquement 2 investissements qui rapportent des bons revenus annuellement avec le moins de risques possible. Il y a l'or et il y a les obligations. Il faut accepter une chose, c'est que on ne peut pas faire 15% par an de performance tous les ans. C'est un fait. Et c'est pour ça que l'or, les obligations, même les cryptos, etc., nous permettent d'investir cette fameuse différence. Et on doit utiliser cette différence pour rester le plus longtemps possible sur le marché et pour, au bout d'un moment, réussir à gagner de l'argent. Et je vous mets un tableau, si vous avez la vidéo, qui est en gros en fonction de votre portefeuille. Combien vous allez générer par an si jamais vous faites 3% par an, 4% par an, 5% par an, etc. Et on voit 2 choses. On voit que par exemple, si vous avez un portefeuille de 100K, 3% ça fait 3000 € par mois, 4% 4000 € par mois, par an, 5% par an, 5000, classique. Mais il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes. C'est que on voit qu'il y a quand même un caractère extrêmement exponentiel, ce qui est absolument logique. Par exemple, si vous avez un portefeuille de 500K, qui est quand même assez colossal, tu vois, faire 3% par an, ce qui est largement atteignable sans énormément de risques, tu génères 15K par an. Et après, tu as un portefeuille qui vaut 515K, donc tu génères des intérêts composés, etc. Et donc, il y a 2 façons de faire fructifier son portefeuille. Soit en augmentant la valeur de ce fameux portefeuille, donc en continuant de générer de l'argent, soit en augmentant le pourcentage de revenus qu'on veut essayer d'aller chercher par an, en prenant le moins de risques possible. Et vous voyez que le 6-7% commence à être dans le rouge, parce que faire 6-7% de manière durable, tous les ans en prenant le moins de risques possible, c'est pas idéal. Par contre, 5% est largement faisable. Donc en gros, je sais que ça paraît un peu décorrélé parce que la phrase d'après que je voulais vous dire là, donc en gros, la solution finale, c'est d'avoir
de trouver une façon d'avoir un portefeuille de 500K. C'est absolument énorme, hein, 500K, faut pas être décorrélé de la réalité. Mais par contre, si on y arrive, on peut largement aller chercher un 5% par an qui est trouvable, qui nous permet de générer après 25K par an, et après de générer des intérêts composés, donc de commencer à être bien. Donc conclusion de comment devenir riche, on augmente la différence entre ses revenus et ses dépenses pour essayer d'arriver à un portefeuille de 500K, ce qui prend beaucoup de temps, parce que c'est énorme, et on essaie ensuite de générer du 4-5% par an, et normalement, bon, riche c'est un mot qui est relatif, mais normalement, on peut arriver à être riche. Voilà, ma réflexion n'est pas encore très poussée, donc ça peut être un peu bancal, mais je pense que je touche un peu un truc là-dedans. J'étais inspiré encore, après je me suis dit, ok, comment être riche? Ok, voilà, j'ai trouvé comment être riche, il faut faire 500K et ensuite du 5%. Et après je me suis dit, en fait je suis parti d'un constat, c'est que j'ai vu beaucoup de gens riches, mais angoissés. J'ai aussi vu beaucoup de gens pauvres et angoissés, et j'ai vu des gens normaux et angoissés. J'ai aussi vu des gens riches très détentes, et plus j'avance un peu dans mon aventure crypto, plus je vois des gens qui sont très riches, et des gens qui sont très détentes. J'ai vu des gens pauvres qui sont très détentes aussi, et j'ai vu des gens normaux qui sont très détentes. Donc en fait, j'en suis arrivé à une conclusion. La capacité de chill ne réside pas dans la somme qu'on a dans son portefeuille. Parce qu'il y a des gens riches qui sont très angoissés, et il y a des gens pauvres qui sont très détendus. Donc il y a un truc en plus. Et je me suis dit, mais ça sert à rien de faire un plan pour générer de l'argent pour ensuite en avoir, si c'est pour être stressé. Et croyez-moi, j'ai vu beaucoup de gens qui ont fait un peu d'argent, même beaucoup d'argent, qui se sont retrouvés très stressés. Donc il y a cette stratégie d'adaptation qui, je pense, se fait pendant quand même le processus, pour toujours essayer d'être serein avec son argent, peu importe ce qu'on a. Et la capacité de chill ne réside pas dans la somme qu'on a dans son portefeuille. Elle réside dans notre représentation de cette somme sur notre portefeuille, dans ce qu'on en fait et dans la ligne qu'on va suivre avec cet argent. Par exemple, j'ai une voiture de merde. J'ai une C3 toute pourrie. Je pourrais largement avoir mieux, mais je sais que si j'avais une voiture un peu plus chère, je serais en stress. Tu vois, j'ai des potes qui ont des meilleures voitures, et genre, tu sais, ils ont peur de la voiture d'à côté, ils ont peur de quand ils se garent, des fois ils se mettent pas à côté des poteaux et tout. Moi, les mecs, j'en ai rien à battre. Je prends les dos d'âne, j'en ai rien à foutre, et t'entends que ça craque là. Parce que j'ai pas d'affect spécial avec ma voiture. Je sais que c'est une C3 toute pourrie, donc j'ai pas de stress par rapport à ça. Et du coup, ça m'a aidé à la conclusion que les gens angoissés, qu'ils soient riches ou pauvres, les gens angoissés, c'est parce qu'ils achètent des problèmes avec leur argent. Ils utilisent leur argent pour s'acheter des problèmes, peu importe l'argent qu'ils ont. Ils vont acheter une montre trop chère. Et s'ils la rayent ou s'ils la perdent, leur semaine va être détruite. Et donc ils vont se créer de l'angoisse. Ils vont se créer un problème. Pareil pour la voiture, pareil pour la maison, pareil pour les habits. Et la grosse différence, elle est là. Elle est dans le fait qu'il y a des gens qui s'achètent des problèmes avec leur argent. Et du coup, j'ai réfléchi à comment être toujours sûr que je n'achète pas de problèmes avec mon argent, parce qu'en fait, ça sert à rien d'avoir de l'argent si tu as plus de problèmes. Logique, l'argent, c'est censé au final être un outil pour avoir moins de problèmes dans sa vie. Et je me suis créé un petit algorithme de décision. Maintenant, et ça fait 6 mois, 1 an que j'utilise ça, et pour l'instant ça marche très bien. À chaque fois que j'achète un truc, peu importe ce que c'est, je me pose toujours la question de comment serait ma douleur sur une échelle de 1 à 10 si je le cassais, je le rayais, je le perdais. Et si ma douleur est au-dessus de 5 sur 10, je ne l'achète pas. Si par exemple je vais vouloir acheter un t-shirt, tu vois, le t-shirt il coûte 60 balles, c'est cher. Et là je vais me dire, attends, imagine que vas-y je vais faire du sport au gymnase et je le perds dans le vestiaire, qu'est-ce que je vais me dire, tu vois, ça va être quoi ma douleur? Ça va être un bon 7 sur 10, tu vois, parce que 60 balles le t-shirt ça fait mal. Et ben je l'achète pas. Parce que je n'ai pas suffisamment d'argent pour que ça soit en dessous de 5 sur 10. Et honnêtement, ça marche de ouf. Et
Je peux peut-être vous aider sur ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment du mal avec, dans leur relation avec le matériel, et je suis très content de ma relation avec le matériel. Parce que je peux perdre n'importe quel objet, ça me fait absolument ni chaud ni froid. Genre, regardez la gueule de mon téléphone. Ça, c'est la coque. Il est éclaté. Et parce qu'en fait, je peux le perdre, le faire tomber et tout, ça me fait ni chaud ni froid. Et je pense que c'est ce qui fait une grosse différence avec les gens riches, stressés. C'est que leur argent leur a acheté des problèmes au lieu de leur avoir vendu ces fameux problèmes-là. L'argent doit vous dégager vos problèmes, il ne doit pas vous en créer. Le 6 mai, j'ai écrit « Tout est cyclique ». Dans la vie, énormément, voire tout est cyclique. La nature, c'est cyclique. Après l'hiver, il y a toujours le printemps. Jamais un shift hiver into été, ça n'existe pas. Et chaque fin, c'est un nouveau départ. Et cette logique, elle s'applique à presque tous les aspects de nos quotidiens. Rien ne reste vraiment figé et tout évolue puis revient. Le temps, la mode, l'amitié, nos états d'esprit, tout est en mouvement permanent. Tout bouge, mais au final, on repasse souvent par les mêmes phases. Et c'est exactement pareil en économie et en investissement. En économie, les périodes de croissance sont toujours et inévitablement suivies de périodes de récession, puis de périodes de redressement. On arrive à un pic, on repart vers une contraction. On arrive à un pic, on repart vers une contraction. Toujours. Et en crypto, c'est encore plus vrai. Parce que c'est moins mature avec les fameux cycles de 4 ans. Les fameux cycles de 4 ans, ils se matérialisent par les bull runs qui amènent de l'euphorie, qui sont suivis de bear market, qui ramènent à la réalité, à une déception pour ceux qui perdent beaucoup d'argent. Et qu'on le veuille ou non, Bitcoin en 2-3 ans a fait x6. Ouais, c'est ça, x6, entre passant de 15 à 100 000 $. Et comprendre la cyclicité des choses. Bon, je vais pas toujours faire des allégories de la vie permanente, on reste sur un podcast qui est basé autour de l'investissement, mais comprendre la cyclicité des choses, je pense que c'est ultra important. Ça nous aide aussi à ne pas paniquer dans les moments d'incertitude, comme ce qu'on a vécu en début d'année, ni à surestimer les périodes de grosses poussées. Et le fait de comprendre les cycles, ça fait que quand on a un truc comme le début d'année où c'était vraiment très dur, on se rappelle que les marchés financiers remontent toujours. Et quand on a une phase d'euphorie, on se rappelle que les marchés financiers corrigent toujours. Et du coup, ça permet de prendre du recul pendant ces fameuses périodes de creux, où on sait que en fait, c'est la période la plus calme en ce moment. Voilà. On lâche un peu les épaules, on lève la tête du guidon pour souffler, parce que c'est la période d'euphorie qui arrive, et c'est là qu'il faut être concentré. Et la stabilité parfaite n'existe pas. Parce qu'en fait, le mouvement fait partie de l'ordre naturel des choses, donc la stabilité n'est pas statique. Et le fait de le comprendre fait que on devient de meilleurs investisseurs, parce que si on reste trop statique, on n'avance pas, et donc on n'est pas stable. Putain, c'est puissant, ça faut que j'en fasse un tweet, vite. Tout est cyclique, et ça revient à l'écrit du lendemain, qui est la loi de Pareto. Vous connaissez sûrement la loi de Pareto. On entend un petit peu partout que, par exemple, pour une boîte, 80% du chiffre d'affaires vient souvent de 20% des clients. Que 20% des efforts qu'on réalise amènent à 80% de nos résultats. Et c'est vrai dans beaucoup de domaines, c'est la loi de Pareto, qui dit que 80% des effets proviennent souvent de 20% des causes. Ça vient d'un économiste italien qui s'appelle Vilfredo Pareto, qui a observé en 1896 que 80% des terres en Italie sont possédées par 20% de la population. C'est une répartition qui est évidemment inégale et qu'on a dans plein d'autres domaines économiques, comme l'investissement. En crypto, 80% de nos gains viennent généralement de 20% de nos positions. Les 20% de gagnants en crypto viennent de 80% de perdants. Et on le sait que toutes les positions ne montrent pas. Donc on doit laisser courir les gains au maximum et on doit couper les pertes au maximum. Sauf qu'en fait, c'est très rare de réfléchir comme ça. On a plutôt tendance à vouloir sécuriser rapidement un gain et à laisser les pertes en espérant que ça remonte un jour. Et la loi de Pareto, elle permet un peu d'identifier les priorités, qu'on pourrait appeler des priorités à fort effet de levier. On va mettre notre focus sur les 20% qui vont rapporter 80% des résultats pour avoir plus de chances de réussir. C'est le cas en investissement, c'est le cas en business,
C'est le cas dans la vie aussi, avec le focus qu'on met à tel ou tel endroit. Et ça revient avec ce qu'on disait la semaine dernière, où du coup, il faut faire attention à là où on met notre attention, parce que c'est là que l'énergie va. Et 20% des tâches importantes qui sont réalisées m'apporteront 80% de mes résultats. Il y a des mecs en dessous qui hurlent, j'espère que vous l'entendez pas. En fait, je suis dans les bureaux où je suis, en dessous, il y a des maçons. Ils sont jamais là, mais par contre, quand ils sont là, les gars, je sais pas ce qu'ils font, ils hurlent en permanence. Donc j'espère que ça ne vous gêne pas. Normalement, le micro est pas trop mal pour ça. Donc 20% des tâches importantes réalisées m'apportent 80% des résultats, et 80% des tâches secondaires réalisées m'apporteront 20% de mes résultats. Donc en fait, le choix est vite fait. Il faut couper au maximum les fameuses tâches secondaires qui ne me rapportent rien. Et en investissement, 80% de nos résultats viendront de nos actions qu'on prend dans les 20% du temps où il se passe quelque chose de très très polarisé. C'est terrible, ce bruit. Je pense que vous l'entendez. Bon, désolé, ce n'est pas de mon ressort. Moi, j'étais chill là, il n'y avait pas de bruit. Je peux pas leur hurler dessus, sinon il va falloir se battre et tout, on va perdre du temps. On arrive au dernier écrit de ce podcast qui s'appelle « Réduire ses ressources ». Le CEO de CryptoQuant, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est CryptoQuant, c'est une plateforme de data on-chain qui est vraiment stylée. Et le CEO, qui est quand même un mec assez connu, avait fait un tweet il y a à peu près 2 mois pour expliquer que selon lui, on était en bear market et c'était terminé. Et je m'en souviens, ce tweet, il m'avait fait froid dans le dos. Tu vois. Il était appuyé de data qui n'avait jamais été contredite, il avait un indicateur qui avait toujours marché, genre vraiment c'était pas beau. Et le fait qu'il y ait un mec qui ait autant d'expérience en analyse on-chain, dans le pic de la tempête, qui tweak qu'on est en bear market, je me souviens de ce jour-là. Et il y a 2 jours, ce mec, il a fait son mea culpa. Il a fait un grand tweet pour dire qu'il s'est trompé. Qu'en fait, non, on n'est pas en bear market, que lui, il avait vendu, mais qu'il a racheté un peu dans la montée parce qu'il n'est plus d'accord avec cette idée. Et des gens comme ça sur les réseaux, on en a vu des centaines. Et c'est pas forcément des gens mal intentionnés, mais ça montre quand même un truc. C'est que les prédictions ne servent à rien. Il n'y a pas d'indicateur magique et personne ne peut prédire le marché sur un horizon inférieur à peu près 6 mois. Personne. Et ça montre aussi à quel point il faut réussir à réduire au maximum ses sources et à s'appuyer sur des thèses long terme. On avait parlé dans le dernier podcast, surtout dans les périodes de grosses incertitudes, où c'est toujours le contenu très polarisé qui ressort. On doit prendre un coup d'humilité. Je suis très content parce que contre vent et marée, j'ai réussi à tenir, mais c'était très dur. Je suis parmi les seuls et j'en suis très fier et j'ai pas honte de le dire, ou c'est pas de la fausse, c'est pas de la condescendance. Je suis dans les seuls qui ont continué de dire qu'on était en bull run et que je pense qu'on allait remonter. Toutes mes vidéos sont ça, j'ai été très catégorique là-dessus et c'était très dur, je me suis fait démolir. J'ai eu que des commentaires désagréables, que des tweets, etc. parce que c'était devenu la mode de dire on est en bear market. Mais l'idée c'est pas ça, l'idée c'est pas de dire que j'ai eu raison, parce que j'aurais sûrement tort en fait dans la prochaine session. J'aurais sûrement tort la prochaine fois que je dirai ça. Et j'en avais parlé avec Xavier Delmas, j'ai fait un podcast avec Xavier, si vous connaissez, qui va sortir dans quelques temps, qui est vraiment très cool, qui lui vient d'un milieu plus traditionnel, plus investissement très long terme, etc. Et pour lui, les prédictions sont absolument bullshit. Le problème, c'est ce que les gens veulent entendre. Ils veulent entendre des prédictions, donc c'est très compliqué de jauger. Et je trouve qu'on a le choix soit d'être humble, soit de se faire rendre humble par le marché. Et c'est aussi très important de limiter ses sources. Je ne vais pas dire qu'il faut m'écouter moi parce que moi j'ai eu raison, quoi que ce soit, qu'il faut écouter lui parce que lui il a eu raison. Mais la plus grosse erreur qu'on a tendance à faire, je trouve, c'est d'écouter des nouvelles personnes dans les phases très polarisées, que ça soit très haussière ou très baissière, mais plutôt de garder cette bulle d'information le plus longtemps possible. C'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire. Garder cette bulle d'information, qu'on va faire en gardant toujours les mêmes sources, en coupant le bruit et en continuant nos thèses long terme. Il faut qu'on ait ces fameuses thèses long terme pour réussir à justement avoir des convictions et se dire bon, peut-être que le début d'année sera dégueulasse, mais j'ai des convictions long terme sur Bitcoin. Donc au final, oui, il va y avoir des turbulences, mais ça ne remet pas en cause l'entièreté de ma thèse. Et c'est, je pense, très important de réussir à réduire ses sources
Et on a vu que les indicateurs magiques de bear market n'existent pas, que au final, tu regardes les gros institutionnels, j'ai un pote qui travaille dans un hedge fund qui m'a dit que ouais, c'était dégueulasse en début d'année, personne ne s'attendait à ça. Il y a des moments où il y a énormément d'aléatoires sur les marchés financiers, et c'est absolument normal et logique. Les amis, c'est la fin de ce podcast, j'espère que ça vous a plu. On a parlé de SUI, comment devenir riche, comment être serein avec son argent, tout est cyclé à l'autre Pareto et réduire ses sources. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Je vous ai mis aussi dans la description le lien vers Crypto Recherche, qui est le plus gros groupe d'investissement francophone que je gère avec Paul, Crypto Formation, où je fais pas mal du coup d'analyse comparative, comme je vous en avais parlé. Vous avez un petit code promo avec Irildis Off. Prenez le code, testez un mois si vous voulez vous former dans la crypto, et en fait vous avez accès à littéralement toutes les analyses qu'on a fait depuis le début du groupe. Et genre vous prenez ça, vous poncez ça. C'est pas du tout marketing ce que je vous dis, vous poncez ça. Et après, donc vous avez un mois qui est quand même bien rentabilisé pour le prix, et après vous regardez si vous avez envie de rester ou pas. J'espère que vous aurez envie, mais allez faire un petit tour, on met vraiment beaucoup d'énergie, et si vous aimez le contenu, normalement il y a des chances que vous aimiez ce qu'on fait sur Crypto Recherche. Merci beaucoup, toujours un plaisir de passer du temps ce vendredi sur les podcasts. Prenez soin de vous, passez un bon week-end, et on se voit la semaine prochaine. Ciao les gars.